intelligence collective, effet de mode ou source d'engagement durable. Alors, comment ça va se passer? On va passer en 45 minutes ensemble, avec une première partie de présentation qui durera une trentaine de minutes, suivie en fait d'un temps d'échange de 10 à 15 minutes. Alors, quelques repères sur la plateforme Webikeo, sur votre interface. Donc, vous voyez la présentation au centre. Vous avez sur votre gauche, en dessous, la vidéo, donc une fenêtre participant, et en dessous, une fenêtre où vous pourrez poser vos questions et également passer vos messages, ce qu'on appelle la fenêtre du chat. Pour organiser ce webinaire, j'ai à mes côtés ma collègue Christine Giraud, qui est en charge, en fait, qui va tenir le rôle de médiateur et qui va récolter vos questions et qui vous les transmettra. Également, nous avons Stécie de Webikeo qui prend en charge la partie technique. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous propose de faire les présentations et de vous en dire plus sur qui je suis et sur Reor. Donc, je suis en fait Claire Moïse, consultante, coach, formatrice et facilitatrice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que j'ai plusieurs casquettes que je mets à profit des organisations, des managers et de leurs équipes, et qui peut prendre différentes formes, c'est-à-dire que je peux intervenir en coaching, coaching individuel ou coaching d'équipe. J'interviens également en formation. Actuellement, j'interviens sur la prévention des risques psychosociaux, sur la qualité de vie au travail, sur l'animation d'équipe. Et j'accompagne également des groupes en co-développement, où là, c'est plutôt ma casquette de facilitatrice qui est à l'œuvre. Pour vous présenter Reor, donc quelques mots. Reor, qu'on appelle également l'atelier des transitions. Reor intervient sur 3 pôles, le pôle du conseil, de la formation et du coaching. Une année particulière pour Reor, puisque Reor fête ses 40 ans, et depuis 40 ans, Reor accompagne donc les organisations et les entreprises dans le développement des compétences managériales sur 3 axes, l'axe de la stratégie, de l'organisation et des relations humaines. Nous avons fait des choix stratégiques chez Reor, c'est d'intervenir aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, c'est-à-dire que dans la même semaine, nous pouvons intervenir pour Pôle emploi, la SNCF ou EDF, et en même temps intervenir chez Nestlé, chez Alstom ou pour Matignon, comme c'est le cas en ce moment. Ce qui est important également de préciser, c'est que chez Reor, tous les consultants sont des seniors, c'est-à-dire qu'ils ont tous eu une expérience professionnelle assez longue, ce qui leur a amené à tenir des postes soit d'encadrant, soit de responsable RH ou alors de manager. Voilà, les présentations étant faites, je vais vous présenter l'agenda de ce webinaire. Nous sommes là pour parler d'engagement au travail. On partira d'un constat. On abordera les clés de la motivation, les leviers de l'engagement. Ensuite, je vous partagerai quelques exemples concrets pour engager votre équipe en intelligence collective. On verra quels sont les changements de posture adaptés pour les managers et enfin comment Reor peut vous accompagner dans ce chemin de l'intelligence collective. Pour démarrer, je vous propose de faire un petit sondage pour savoir en fait qui vous êtes. Vous allez avoir sur votre gauche une petite fenêtre qui va apparaître. Alors, je demande à Stécie de bien vouloir faire apparaître cette fenêtre de sondage. Donc, pour savoir si vous êtes plutôt dans des fonctions, alors ce n'est pas celui-là, Stécie, c'est l'autre sondage. Bon, savoir si vous êtes plutôt RH, manager, chef de projet, consultant. Voilà, ça va s'afficher, je pense. OK. Voilà, merci Stécie. Donc, voilà. Merci, vous avez tous compris, il suffit de cliquer sur le bon bouton. Et donc, voilà, pas mal de consultants, chefs de projet, fonction RH, moins de managers, mais voilà,
d'autres participants vont pouvoir se joindre à la présentation. Merci pour ces premières réponses. Un deuxième sondage que je vous demande auquel vous pouvez participer, c'est voilà, puisque notre sujet, c'est l'engagement au travail. Lorsque vous pensez à votre travail, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes plutôt dans la joie, dans l'envie, ou plutôt dans la frustration et la tension? Et merci. Donc, une préférence quand même sur la joie et l'envie, l'enthousiasme. Eh bien, je suis heureux pour ceux qui ont répondu. Et puis, on va voir pour ceux qui sont plutôt dans la frustration et la tension. Voilà, est-ce que vous êtes représentatif, quelle que soit votre réponse, de la population française? Donc, pour aborder ce sujet de l'engagement au travail, vous voyez sur cette diapo les résultats de l'enquête Gallup qui a été publiée en 2013. C'est une enquête d'envergure puisqu'elle a interrogé 27 millions d'employés dans 195 pays. Et avant de voir directement les résultats, quelques mots sur la légende. Vous voyez en rose les personnes qui se disent activement engagées. En bleu clair, des personnes qui se déclarent pas engagées. Et dernière catégorie, en bleu marine, les personnes qui se disent complètement désengagées. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette étude? C'est qu'on voit, alors là je vous ai publié les résultats pour les USA, pour l'Europe et la France, et on s'aperçoit qu'en effet, les personnes activement engagées pour les USA sont 2 fois supérieures à l'Europe et 3 fois à la France. Alors qu'est-ce qu'on peut dire également de cette enquête? C'est quand même cette masse bleu clair, c'est 50 à 65% de salariés qui se disent pas engagés. Et ça laisse quand même assez perplexe. Alors c'est vrai qu'on peut, dans notre relation au travail, c'est vrai qu'on peut imaginer que les personnes qui sont nouvelles embauchées font partie de ces activement engagés, donc de cette couleur rose, parce qu'en effet, ben voilà, ils ont choisi l'entreprise, ils ont choisi leur travail, ils arrivent plein d'idées, plein de promesses. Et puis, peut-être qu'au fur et à mesure, l'intérêt pour le travail s'émousse parce qu'ils sont peut-être dans une répétition, peut-être que les idées qu'ils partagent sont peut-être moins retenues par leur manager, peut-être qu'ils font face à certaines frustrations. Également, peut-être qu'ils se trouvent face à des injonctions paradoxales qui fait qu'ils basculent petit à petit vers des personnes qui sont moins engagées et donc ils se mettent plutôt en retrait. Et donc, l'intérêt en fait de cette étude, c'est de se dire, voilà, comment pourrait-on faire pour ramener ces personnes qui ne se déclarent pas engagées vers l'engagement pour déployer en fait à nouveau toute cette énergie qui peut être mise au service des activités des entreprises. Donc, ça va être l'objet de notre présentation, c'est trouver les leviers de l'engagement. Alors, vous avez sur cette slide qui est assez quand même riche, vous avez en fait les différentes questions qui ont été utilisées par Gallup pour réaliser l'enquête. Elles sont au nombre de 12. Et on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce serait un peu fastidieux, mais ce qui est important, ce qui nous a paru important, c'est de répartir ces questions par thématique. Donc, on a identifié 4 thématiques. La première qui est liée au sens et à la cohérence de la mission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de moi au travail et est-ce qu'on nous donne les conditions matérielles suffisantes pour pouvoir exercer ce travail. La deuxième thématique concerne le soutien du manager et puis la reconnaissance, c'est-à-dire est-ce que le travail que je fais, est-ce que ça me permet de pouvoir exprimer mes talents? Est-ce que je fais le travail là où je suis le plus apte?
Est-ce que je suis reconnue, félicitée pour ce travail? Et puis, est-ce que mon manager s'intéresse à moi en tant que personne? Troisième thème concerne la contribution et le lien social. Contribution, c'est-à-dire à quoi je contribue? Est-ce que mon travail est reconnu comme important, de qualité? Est-ce que mon avis est pris en compte? Et puis, est-ce que le lien social, ça correspond à le lien que je peux entretenir avec mes collègues, avec l'équipe? Et est-ce qu'au sein de mon entreprise, j'ai quand même des amis, des personnes avec qui j'entretiens des liens qui vont au-delà des liens professionnels. Alors, je vais réduire la fenêtre. Voilà. Quatrième thème, c'est lié à la progression et au développement au sein de cette organisation, c'est-à-dire, est-ce qu'on s'intéresse à ma progression dans l'organisation? Est-ce qu'on a fait le point avec moi? Et puis surtout, est-ce qu'au sein de mon travail, de mon équipe, j'ai l'occasion d'apprendre des choses intéressantes qui me permettent aussi, moi, d'évoluer et de me développer. Donc, on voit que là, Gallup déjà nous donne des clés de motivation à travers ces 12 questions que l'on peut se poser à soi-même ou également en tant que manager vis-à-vis de mes collaborateurs. Il y a d'autres instituts qui identifient d'autres clés de motivation. Ça peut être la fierté d'appartenance, ça peut être le partage de la vision stratégique avec les collaborateurs, ou bien la qualité de vie au travail, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est important. Mais chez Réor, on s'est dit qu'en fait, on voulait s'appuyer sur des travaux de recherche sur la motivation pour vraiment identifier les bons leviers à l'engagement. Pour ça, on s'est reposé sur les travaux de 2 psychosociologues américains qui s'appellent Deci et Ryan, qui ont réalisé dans les années 2000 en fait des travaux sur la motivation, et ils ont défini 3 besoins psychologiques fondamentaux et universels, c'est-à-dire partagés par chacun d'entre nous. Il s'agit du besoin de compétence, du besoin de relations sociales et du besoin d'autonomie. Et on s'est aperçu que la réponse à ces besoins, augmenter la performance au sein des équipes et au sein des organisations. Alors, besoin de compétences, qu'est-ce qu'on met derrière? En fait, il s'agit de la satisfaction que l'on peut ressentir lorsqu'on a l'occasion en fait, d'utiliser pleinement ses capacités, en fait, et lorsqu'on se sent efficace sur son environnement. Et quand on est dans cette satisfaction-là, en fait, ça déploie vraiment toute la curiosité, ça déploie le goût d'explorer et puis de relever des défis. Alors parfois, on n'est pas toujours conscient de notre compétence et il est bon que ce soit aussi notre entourage, que ce soit notre manager, mais que ce soit aussi nos collègues qui viennent nous révéler nos propres compétences. Et ça permet en fait de se confirmer dans sa propre singularité et puis aussi dans l'utilité que l'on apporte à l'équipe. Le besoin de relations sociales, en fait, ça rejoint ce sentiment de se sentir connecté aux autres, et puis ça se traduit par être attentif à autrui, et aussi de se sentir appartenir à une équipe et appartenir à une communauté de personnes. C'est aussi lorsqu'on a l'occasion d'échanger autour d'un café avec des collègues, tout ça, ça participe à ce besoin de relations sociales. Le troisième besoin, c'est le besoin d'autonomie, qu'on appelle aussi le besoin d'autodétermination. C'est-à-dire que là, ça fait appel à ce besoin de se sentir à l'origine de son propre comportement. Et en fait, on ressent ça, en fait, quand on est, plutôt que d'être contraint de faire les choses parce qu'on veut faire plaisir ou parce qu'on veut échapper à une sanction, eh bien, c'est qu'on choisit de faire les choses parce qu'on adhère, parce que c'est en lien avec, on est aligné avec nos valeurs profondes, parce que, en fait, on fait cette activité parce qu'on y a un intérêt pour son propre développement, ou parce qu'on aime tout simplement cette activité, parce qu'on en retire du plaisir.
Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des travaux de Ryan et Dessy? C'est que, en effet, pour les managers, pour les chefs de projet ou même pour les parents, hein, puisque ça dépasse la sphère professionnelle, eh bien, il va falloir mettre les conditions pour que, en fait, satisfaire ces besoins, mettre les conditions pour permettre à nos équipes, eh bien, de satisfaire le besoin de compétences, satisfaire le besoin de relations sociales et le besoin d'autonomie. Alors, vous pourrez me poser la question en disant, mais en quoi l'intelligence collective vient faire dans tout ça? En quoi elle vient contribuer à satisfaire ces trois besoins? Alors, quelques mots sur l'intelligence collective. Aujourd'hui, il y a pléthore d'ouvrages sur ce sujet. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode derrière? Mais quand même, il y a vraiment des choses intéressantes. C'est l'objet en fait de ce webinaire. Vous avez, alors je vous ai mis une des nombreuses définitions de l'intelligence collective. J'ai choisi celle de Régis Ribet, qui est donc un ingénieur de Centrale Paris, et également un professeur au CNAM, qui a beaucoup travaillé sur la complexité, et il définit l'intelligence collective comme étant différente de la somme des intelligences individuelles qui la composent. En effet, quand on parle d'intelligence collective, non seulement on dit qu'on additionne les intelligences individuelles, mais voire elles se multiplient. Et parfois on aboutit à des solutions qui vraiment n'étaient pas imaginées au départ par les participants. Je vous ai également ajouté une citation de Jean-François Noubel, qui est également un auteur très intéressant à lire. Lui, il nous précise que nous possédons chacun un ensemble de compétences et de savoir-faire qui dépasse de loin l'éventail des diplômes et de la nomenclature des métiers. C'est-à-dire que nous sommes bien autre chose que notre simple définition de fonction, et que nous avons plein de talents que nous pourrions mettre à disposition de nos organisations et de nos entreprises. Je voulais également partager avec vous que l'intelligence collective aujourd'hui s'inspire beaucoup de la nature. Et je vous ai pris deux exemples. La première, c'est les oiseaux qui volent en essaim. En effet, quand on est observateur de ce phénomène, c'est incroyable de voir avec quelle fluidité en fait ces oiseaux arrivent à voler sans s'entrechoquer. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de hiérarchie, il n'y a pas un oiseau chef qui va dire allez, on tourne à droite ici, on tourne à gauche à ce moment-là. Non, il y a un mécanisme de régulation, un mécanisme de coordination qui fait que voilà, face à un obstacle, en fait, il y a cette intelligence de pouvoir se mouvoir dans l'espace. L'autre exemple, c'est lié à la permaculture. On parle beaucoup de permaculture en intelligence collective. Et j'ai pris l'exemple de ce potager où, en fait, certains jardiniers peut-être pouvaient, pour rechercher vraiment une belle composition, pouvaient supprimer des mauvaises herbes, et on s'est aperçu en fait que la diversité était source de richesse, et que en effet ces mauvaises herbes avaient toutes un rôle dans l'écosystème. Et par exemple, si vous voulez protéger vos tomates, sachez qu'il faut planter des œillets d'Inde au pied de tomates pour stimuler la production des fruits et puis protéger les parasites aux racines des tomates. Donc voilà, on parle beaucoup de permaculture. Je voulais, voilà, à travers ces deux exemples, vous dire que voilà, l'intelligence collective s'inspire beaucoup du vivant. Alors, quelques exemples concrets pour engager votre équipe. En effet, fort de ces connaissances sur les besoins psychologiques, donc, qui sont de l'ordre de la compétence, relations sociales et besoin d'autonomie. Et puis,
en s'inspirant de ces exemples qu'on voit dans la nature, on s'aperçoit que on repense nos manières de fonctionner, c'est-à-dire on essaie de peut-être donner un peu plus, de libérer en fait nos structures, nos organisations afin de redonner du souffle et de l'envie à nos collaborateurs. Alors, cet exemple que je vais partager avec vous, la première, imaginons que lundi prochain, vous réunissez votre équipe dans une salle de réunion. Eh bien, je vous propose d'enlever les tables et de positionner les chaises en cercle. Alors ça peut peut-être vous paraître étonnant, mais le cercle est en fait un des principes fondamentaux de l'intelligence collective. En effet, pourquoi le cercle? Parce que ça permet en fait d'établir une certaine équité entre le poids de parole de chaque participant. En effet, chacun va pouvoir user de ce droit à la parole, à la fois pour partager, pour enrichir des réflexions, et ça va être aussi de sa responsabilité. En cercle également, on va apprendre à poser sa parole au centre du cercle. Le centre va en fait symboliser en fait le projet, l'objet de notre réunion. Et on va apprendre en fait à pouvoir enrichir les réflexions des uns et des autres. Et plutôt que de rentrer dans des débats qui ne se terminent pas, on va vraiment apprendre à déposer sa parole au centre et plutôt que les avis viennent en concurrence, ils vont s'enrichir les uns les autres jusqu'à innover sur de nouvelles propositions. Ce qui est intéressant aussi dans le cercle, c'est que petit à petit, on va s'apercevoir que les autres ne sont plus en fait des dangers pour soi, c'est qu'ils vont devenir en fait des ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour développer notre projet commun. Donc ça peut se faire qu'à condition, bien sûr, qu'il y ait un facilitateur, manager facilitateur, qui donne le cadre et qui fasse respecter un certain nombre de règles. Donc ça, c'était notre première proposition. Deuxième proposition, c'est voilà, peut-être que certains de vos collaborateurs vont se dire, mais oui, c'est bien de ne plus avoir de temps, mais c'est vraiment pas pratique pour prendre des notes. Eh bien, sollicitez les compétences de vos collaborateurs pour dire, voilà, je te propose de prendre des notes sur ce paperboard et que ces notes, en fait, soient partagées dans notre collectif, c'est-à-dire qu'elles soient au service de tous. Donc, ça peut être la prise de notes pour une fois, ça peut être d'être le timekeeper pour une prochaine réunion, ça peut être aussi voilà, de définir l'agenda pour aussi une réunion suivante, ou de bien partager un savoir-faire. L'idée, c'est d'initier, en fait, plutôt d'identifier les talents qui peuvent être mis au service du collectif. Voilà pour cette deuxième proposition. Troisième proposition, eh bien, faites appel à la créativité de chacun. Par exemple, vous pourriez demander à vos collaborateurs qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre cette salle plus agréable. Salle plus agréable, bien pour mettre plus de convivialité au sein de notre service. Ou bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux intégrer les nouveaux collaborateurs au sein de l'organisation. Et vous allez voir que, alors bien sûr, il y a des techniques de créativité, mais que vous allez voir que vos collaborateurs foisonnent d'idées et que c'est très jubilatoire en fait de pouvoir mettre en condition vos collaborateurs pour en fait identifier plein d'idées et de pouvoir sélectionner. Alors ça passe par des phases de divergence et des phases de convergence, mais c'est aussi une manière de rendre co-responsables vos collaborateurs et de ne pas attendre que ce soit la hiérarchie qui propose tout. Donc, ils sont aussi partie prenante sur des décisions, sur la vie de l'entreprise. Quatrième proposition, eh bien, c'est peut-être
une proposition qui est essentielle, c'est de redonner du sens aux actions, parce que parfois on a tellement le nez dans le guidon qu'on en oublie de savoir pourquoi on fait les choses. Et de prendre le temps de se poser cette question, de faire travailler l'équipe sur c'est quoi notre raison d'être, c'est quoi nos valeurs communes. Vous allez voir que c'est un bel exercice à faire et ça permet aussi de remettre tout le monde à bord, sur sur des objectifs communs. Et puis pour ceux qui suivent des stratégies aussi parfois personnelles, c'est de pouvoir en effet de peut-être recadrer et de repréciser pourquoi on est là tous ensemble. Et de définir en fait sa raison d'être et aussi ses valeurs, c'est une vraie boussole aussi à la prise de décision. Et c'est important de pouvoir rappeler, de pouvoir re-questionner à chaque fois le pourquoi on est là et en quoi les valeurs qu'on soutient sont importantes. 5e proposition, eh bien, ça va être de co-construire une vision commune. Alors, c'est vrai qu'on est habitué dans nos organisations à définir des objectifs personnels à nos collaborateurs. On a chacun nos objectifs. Mais c'est un bel exercice aussi à faire avec son équipe de co-construire la vision commune. Et ça, c'est assez simple à faire. En fait, il faut partir de la vision du succès pour chacun, c'est-à-dire dans 1 an ou dans 3 ans, en fait, c'est quoi pour toi la vision du succès? Donc, ça peut se faire par un dessin. Chacun va dessiner sa vision du succès. Et ensuite, ça va être de co-construire la vision commune. Qu'est-ce qu'on va prendre de ta vision à toi? Qu'est-ce que je vais prendre de ma vision? Et comment on va co-construire peut-être une vision qui sera différente, qui se complétera. Et c'est très stimulant de pouvoir participer à cette vision du succès plutôt qu'elle soit simplement, qu'elle descende de l'équipe de direction. Voilà. Oui, je pourrais rajouter ici, cette vision du succès aussi peut s'établir en invitant des parties prenantes à participer. Ça peut être des clients internes, des clients externes, des fournisseurs. Eux aussi, ils peuvent nourrir cette vision du succès. 6e proposition, eh bien, c'est de faire confiance au collectif. C'est-à-dire que voilà, chacun va trouver aussi sa place dans le collectif, va aussi proposer des choses, va apporter ses contributions. Et c'est vrai que si vous leur demandez de définir un plan d'action, peut-être que dans leur périmètre d'action, c'est eux qui sont les mieux placés pour définir ce plan d'action. Et donc, de leur permettre de aussi décider, ça veut dire aussi que on respecte cette décision, qu'on reconnaît qu'ils ont de la valeur ajoutée, et aussi il faut accepter qu'ils peuvent aussi peut-être se tromper. Donc, et d'avoir le droit à l'erreur, ça permet aussi à l'équipe d'apprendre et peut-être de corriger, d'adapter, de se dire la prochaine fois on va procéder différemment. Donc la co-construction nécessite aussi de la part du manager d'accepter, de reconnaître que son équipe a aussi ses compétences pour pouvoir aussi décider. Dernière proposition, et ce n'est pas la moindre, parce qu'elle est souvent mise de côté, parce que toujours on est très dans l'opérationnel, c'est de réserver du temps de régulation et de dialogue avec son équipe et de pouvoir les réserver de manière régulière dans les agendas. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est des moments qui sont privilégiés, on va pouvoir peut-être se dire les choses. Et là, le manager prend plutôt une casquette de coach. Il va poser des questions, il va inviter chacun à s'écouter, à peut-être mettre des mots
sur des ressentis. Et puis, il va être là pour aider en fait, les membres de l'équipe à dépasser peut-être des situations difficiles. Et des situations difficiles. Excusez-moi, je viens d'avoir quelqu'un qui me dit qu'il faut que j'accélère. Donc, situation difficile, et c'est aussi le temps aussi de réinterroger ces règles de fonctionnement, parce que voilà, l'équipe va pouvoir améliorer son fonctionnement. Donc, je poursuis par une petite synthèse. Donc, c'est toutes ces propositions de travail en équipe, en travail en intelligence collective, vont répondre à ces trois besoins, besoin de compétences, besoin de relations sociales et besoin d'autonomie, et vont permettre de réactiver en fait le plaisir et l'engagement au service de la performance de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça change pour le manager? Eh bien, ça nécessite d'adopter une posture de facilitateur, c'est-à-dire qu'on n'est plus là pour décider ou pour voilà, aller chercher en termes de posture de participative, d'aller collecter les bonnes idées, mais on est là en fait pour soutenir l'initiative de ses collaborateurs. On est garant du cadre, parce que le cadre est très important pour vraiment, ça fait partie des conditions indispensables pour faire émerger l'intelligence collective. Et le facilitateur, il est là pour favoriser les échanges et la mise en commun. Il respecte les contributions de chacun et en fait, il doit adopter une position haute. Excusez-moi, il doit lâcher sa position haute au bénéfice d'une position basse. Et ça, c'est parfois le plus difficile parce que, en effet, le manager, normalement, il est là pour impulser, mais il est là aussi pour décider. Et donc là, dans cette posture facilitateur, il est là plutôt pour mettre en valeur les qualités de chacun que de décider. Ensuite, bien sûr, il fait confiance dans la capacité de son équipe. Il autorise aussi au droit à l'erreur. Et on voit que cette posture va s'inscrire dans la durée pour qu'elle soit vraiment comprise comme étant un nouvel état d'esprit, pour que chacun puisse aussi rentrer dans la confiance. Confiance de pouvoir peut-être aussi voilà, se livrer, partager. Et sinon, si c'est juste un coup, eh bien, ça risque d'être pris pour de la manipulation et du coup, l'engagement va se réfréner. Alors, en fait, pourquoi aller vers cette posture de facilitateur? Parce qu'en fait, les bénéfices, on l'a vu, nous, dans différentes entreprises, en fait, ces bénéfices sont immédiats. Ça va générer du plaisir, de la créativité, ça permet vraiment de libérer l'initiative. Le fait de participer à l'élaboration des idées fait qu'on y adhère beaucoup plus facilement. Ça libère l'énergie pour se mettre en action. Ça augmente la co-responsabilité et puis ça permet à l'entreprise d'avoir de meilleures performances. Et puis, alors, chacun va pouvoir rentrer aussi à son rythme dans cette dynamique d'intelligence collective. On va prendre l'équipe là où elle en est, et on va l'accompagner dans un cercle vertueux qui va développer en fait ce qu'on appelle l'équipe apprenante. C'est que par petits pas, on va apprendre à mieux se connaître, on va apprendre à découvrir les talents des uns et des autres, et qui va nous amener à progresser et devenir cette équipe apprenante. Alors, tout ça pour vous dire que partager cette belle image, que cette posture de facilitateur, en fait, c'est de transformer en fait le manager en leader jardinier. Et là, on voit que le jardinier, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place toutes les conditions nécessaires pour faire pousser ses plantes. C'est-à-dire qu'il va nourrir en apportant des aliments, des nutritifs, pour permettre à ces plantes de pousser. Il ne va pas tirer dessus. Il va au contraire les aider, peut-être apporter de la formation, peut-être apporter des rencontres, des action learning pour que ses collaborateurs puissent grandir. Il va les valoriser,
il va voilà, leur permettre peut-être aussi il va être dans un rôle aussi peut-être de tuteur, les aider et peut-être rappeler aussi les règles de fonctionnement, rappeler la vision, rappeler la raison d'être, rappeler les valeurs. Et là, il a ce rôle de boussole, c'est-à-dire pour prendre nos décisions, et bien de se référer à ces valeurs, à cette raison d'être. Et puis, il va être garant aussi de préserver cet espace de liberté qu'il va commencer à faire naître au sein de l'équipe. Et ce n'est pas toujours facile, donc il est aussi ce garant parce qu'il va être le gardien de cet espace qu'il aura créé pour le développement de ses collaborateurs. Voilà, donc comment Réor peut vous accompagner? Tout d'abord par du coaching individuel des managers, parce qu'on voit que c'est difficile en fait d'adopter cette posture de facilitateur. En fait, c'est pas toujours facile de lâcher en fait le pouvoir qu'on a en ayant ce pouvoir de décision, pouvoir sur l'information. Ça peut être aussi par du coaching d'équipe. Là, il y a des jeux formidables qui permettent à une équipe à mieux se connaître et permettre de mettre en commun et de dépasser ses difficultés. Ça peut être aussi par voilà, des interventions en facilitation en intelligence collective, c'est-à-dire qu'on va identifier avec vous le meilleur design pour permettre à votre équipe de produire des idées en intelligence collective. Ça peut être par du visioning, des world cafés, du forum ouvert, des hackathons, donc là on est plutôt dans les outils. Ça peut se traduire par des formations, où là on va apporter en fait de nouvelles pratiques pour faire travailler ces équipes en mode collaboratif. Et enfin, ça peut se traduire par du co-développement, et là on va permettre à des managers d'apprendre à travers les expériences de chacun. Voilà, le temps de partage est arrivé. Excusez, voilà, j'ai pris un peu plus de temps. Il nous reste à peu près 10 minutes pour partager. Et puis voilà, moi j'ai 2 questions. En fait, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à vos pratiques? Et puis, est-ce que vous avez peut-être des témoignages à nous faire partager, des questions? Peut-être que vous-même, vous travaillez en intelligence collective. Et puis, je voulais juste remercier Élise Brauzek parce que c'est elle qui nous a fait ces belles illustrations. Donc voilà, un petit hommage à elle. Donc, temps de partage, utilisez le chat pour partager ce que cette présentation vous inspire. Alors, est-ce que vous avez quelques questions? Alors, je vais me mettre sur Christine, est-ce qu'il y a des questions? Va sur Claire. Va sur l'onglet Claire, ici. Alors, sur mon onglet moi, Christine. j'y étais. Voilà. Je te mets toutes les questions ici. Très bien. Alors, merci pour ces questions. Donc, qu'est-ce qu'une position basse pour un manager? En effet, on parle, alors, c'est des positions de vie de l'analyse transactionnelle. Position basse, position haute, c'est assez utilisé en coaching. C'est-à-dire que quand on est en position basse, on est là pour favoriser en fait l'expression de son collaborateur. On n'intervient pas sur le contenu. On est en position haute sur le cadre, sur voilà, comment on va pouvoir faire émerger l'expression de son collaborateur ou de ses équipes, mais on n'intervient pas sur le contenu. C'est en ça qu'on passe en position basse. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, le manager n'intervient pas sur la décision. Hein, il est vraiment là, il lâche et il permet cet espace de liberté pour que chacun s'exprime. Alors, Alexandra, pour vous, être manager est un métier ou le management est-il un outil à disposition d'un responsable d'équipe? Je dirais que, en effet, le management est à disposition d'un responsable d'équipe parce que
Ça dépend ce qu'on met derrière le management, hein, quelle est notre conception du management. Est-ce que c'est une conception, en effet, où on est là pour donner la vision, donner les directives, choisir le plan d'action, et ensuite laisser nos collaborateurs agir et vérifier qu'on est, et de contrôler que l'atteinte des objectifs est correcte. Donc ça, c'est une vision du management, mais il peut y en avoir une autre où justement on intègre ces postures de facilitateur et de manager. Donc on peut se dire que sous le vocable management, il y a plusieurs postures qu'on peut adapter, et en fonction des contextes et en fonction des intentions que l'on a vis-à-vis de la production et de son équipe. Amélie, alors j'ai répondu. Si REOR accompagne les entreprises vers l'agilité, oui. Donc ça, plus d'agilité, plus de souplesse, hein, ça fait partie à la fois de nos actions de coaching, hein, c'est permettre d'apporter plus de fluidité dans les organisations, plus de fluidité aussi dans notre manière de nous comporter. Donc oui, on intervient en agilité, on intervient aussi avec des outils tels que le design thinking qui permettent de prototyper, hein, des solutions, de pouvoir les tester. Donc oui, l'agilité fait partie de nos pratiques. Y a-t-il des conseils particuliers dans le cadre du management d'équipe à distance? Alors là, c'est pas ma partie, donc je ne vous répondrai pas sur cette question, mais je la garde et on va creuser chez REOR cette question. Christine, pour vous, être manager est un métier? Alors ça, j'ai répondu. L'intelligence collective permet de progresser plus vite. En un an, j'ai appris beaucoup, plus qu'en 10 ans. Merci Isabelle pour ce témoignage. C'est vrai que c'est incroyable, la dynamique que crée l'intelligence collective, le fait qu'on soit, voilà, de travailler, alors je ne sais pas si vous travaillez en cercle, si c'était le cas chez vous, mais ça libère les énergies, ça libère les initiatives, ça libère aussi la confiance, et c'est un formidable outil pour réactiver l'engagement au sein des collaborateurs. Avec l'intelligence collective, j'ai beaucoup appris, j'ai repris confiance, j'ai même repris mes études avec beaucoup plus de motivation. Bravo, merci Isabelle. Avez-vous des succès dont vous pourriez nous parler avec des entreprises plus particulièrement? Il y a pas mal de succès. En gros, moi je vais parler de mes expériences. Je ne pourrais pas parler de succès d'envergure parce que moi je travaille plutôt avec des équipes, et donc c'est vraiment la transformation des managers vers cette posture de facilitateur où ils vont eux-mêmes trouver du plaisir à accompagner les équipes. Donc moi je vais plus vous témoigner la satisfaction que j'ai moi d'accompagner les équipes, de pouvoir aussi partager des techniques sur voilà, comment on peut prendre des décisions qui vont permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, et aussi non plus décider à la majorité qui va générer certaines frustrations, mais qui s'appuyer sur la sociocratie qui va permettre de prendre des décisions par consentement. Donc il y a pas mal de techniques qui, en fait, portées par les managers, en fait, viennent transformer les organisations. Pauline, quelques astuces pour mettre en place du co-développement. Alors, le co-développement, je crois qu'il faut le vivre déjà pour pouvoir bien comprendre ce que peut apporter le co-développement à une équipe. Et le co-développement, en fait, c'est une approche très structurée en 6 étapes. Et généralement, il faut que ce soit quand même des facilitateurs qui soient aguerris à la technique pour vraiment permettre à
une équipe de pairs, de pouvoir partager parfois des situations qui sont voilà, problématiques ou difficiles, et de voir comment le groupe peut vraiment participer à aider cette personne qui veut bien confier une situation qui pour lui pose problème. Et donc, ce ne sera pas des astuces, ce sera vraiment, il y a une méthodologie assez rigoureuse, et je crois que pour démarrer, il faut s'appuyer en fait sur des professionnels du co-développement. Alors, combien de temps d'accompagnement faut-il envisager? Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en fait, tout dépend de vos intentions, tout dépend de ce que vous souhaitez obtenir. Donc, c'est quoi votre vision du succès? Et ensuite, on pourra identifier peut-être les actions à mettre en place. L'intelligence collective permet-il d'éviter les conflits dans l'équipe? Alors non, ça ne permet pas d'éviter les conflits, hein. Ça fait partie du vivant d'avoir aussi des conflits entre personnes. Par contre, cette intelligence collective permet de dépasser ces conflits, et ça va accompagner l'équipe à devenir une équipe plus mature. Et on s'aperçoit que vraiment il y a un cycle dans une progression dans une équipe où au départ, vous vivez peut-être ça dans vos organisations. Au départ, quand on travaille ensemble, on cherche à être assez poli, on est assez polissé en effet dans nos interventions, parce qu'on veut faire en sorte que voilà, on maintienne une bonne entente, et en fait on évite les conflits, ce qui fait qu'on peut arriver à des consensus assez mous. Alors que pour dépasser ça, il faut vraiment que l'équipe puisse faire face à des conflits, faire face à des difficultés, pour justement développer son intelligence collective et arriver à une équipe performante. Alors je vois que nous sommes arrivés au bout. Merci de votre attention. Je suis désolée de ne pas répondre à toutes vos questions. Vous pouvez continuer à nous poser des questions, soit en nous contactant sur notre site. Vous pouvez aussi me rappeler. Sachez que ce webinaire sera en ligne encore sur la plateforme Webikeo. Cette présentation pourra être aussi téléchargée. Et puis, voilà, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci d'avoir partagé ces quelques questions. Merci pour votre attention, et au plaisir d'échanger avec vous sur de prochaines rencontres. Et je vous souhaite à tous un très bel été. Merci. Au revoir.